paix, dans une harmonie des cœurs et des esprits. Soyez la bienvenue sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la clairvoyance de son grand maître, le très respecté, éclaireur pro vérité, l'info. Allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez continuer. Ok, d'accord. Donc, nous allons continuer. Donc, comme nous le disions, notre grand maître nous disait que nous ne cherchons pas ici à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées positives, des réflexions intellectuelles, des analyses objectives et surtout des propositions constructives dans la vision et la démarche de notre très cher bien-aimé respecté, respectable autorité morale suprême, guide bâtisseur inégalable et incomparable, cette fois éclairé, son Excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, chef d'État. Cher aimable followers, cette rubrique du regard d'office du jour est intitulée « Les braqueurs de la République qui s'érigent en donneurs de leçons ». Chers followers, tant qu'il y aura des individus tapis dans l'ombre, en train de chercher à détruire le fondement de notre société, tout juste pour assouvir leur intérêt personnel, nous n'allons pas nous lasser de nous constituer comme des sentinelles pour nous dresser comme des boucliers et sauver notre patrie mère, la Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que nous allons, dans cet exposé du jour, interpeller le perroquet du PPACI, ce parti flafla dit panafricain, et je nomme Koné Katina, le célèbre braqueur de la BCAO. En effet, je pense qu'après sa énième sortie malencontreuse de la semaine dernière, soit disant droit de réponse au ministre Mamadou Touré, notre cher grand maître éclaireur ne l'avait pas du tout loupé. En effet, avec des preuves à l'appui, des faits, dans un exposé bien établi, le grand maître avait ramené le sieur Katina à sa simple valeur de zombie et de cannibale mangeur de chair humaine. En effet, lorsqu'un individu pose des actes consciemment qui peut provoquer une mauvaise appréciation de la réalité, cet individu n'a d'autre appellation qu'un sorcier. Alors, il semble opportun de rappeler au plus grand braqueur du siècle, le sieur Katina, au lieu de vouloir se faire passer pour quelqu'un qui se soucie du surendettement de notre pays, il doit se soucier plutôt des passifs très fâcheux qui méritent d'être élucidés au grand bonheur des Ivoiriens. Et sur ce, dans notre démarche d'établir les choses dans leur contexte, ayant été informé et galvanisé par cette belle et magistrale du grand maître pour vérité éclaireur, nous avons estimé qu'il fallait lui emboîter le pas et dire au perroquet du PPA Poton qu'il n'est plus en 2010 ou avant cette date, qu'il n'avait pas à lui seul la RTI pour dire des sottises, des balivernes et des contre-vérités au peuple afin d'abrutir les faibles d'esprit. Ceci étant, nous avons aussi été en référence des données qui ont été écrites noir sur blanc dans les parutions du journal en ligne Mali.net du 18 décembre 2010 qui titrait « Les nouveaux riches de la Côte d'Ivoire, les 38 milliardaires du FPI ». Le grand maître dans son exposé avait en fait donné la liste et les montants faramineux des chiffres qui se chiffraient en milliards de nos francs volés, pillés par les barons du FPI sous le régime des refondateurs du pouvoir Gbagbo. Alors donc, ne pouvons rester sans aller regarder et voir de nos yeux les noms et les montants empochés frauduleusement et anarchiquement par ces 38 nouveaux milliardaires de la Côte d'Ivoire sous le régime des refondateurs du FPI, nous avons cliqué sur le lien du dit journal en ligne maliweb.net du 18 décembre 2010 que le grand maître avait publié. Alors, après le titre, l'on pouvait lire dans le chapeau de l'article ceci. Depuis des mois que nous sommes sur la piste des milliardaires de la refondation, à mesure que nous avançons, les choses se précisent et certaines données changent. Et ces noms et ces chiffres, nous allons vous les donner. En un,
Laurent Gbagbo, qui était le président, avait pillé et empoché 2834 milliards de nos francs. Simone Elie Gbagbo, 1731 milliards. Oum Boabré, ministre du Plan et du Développement, 904 milliards. Emmanuel Mounet, ministre des Mines et de l'Énergie, 676 milliards. Afin Guessan, président du FPI, 499 milliards. Marcel Gossio, DG du port d'Abidjan, 454 milliards. Cadet Bertin, conseiller de Gbagbo, 445 milliards. Hubert Zoré, conseiller de Gbagbo, 401 milliards. Pierre Amonji, gouverneur du district d'Abidjan, 187 milliards. Firmin Kouakou, DG du FRC, 143 milliards. Otro Zirignon, PCA du CIR, 132 milliards. Niamien Kouna, DG des douanes, 112 milliards, pardon. Jean-Claude Bayou, PCA de FGCCC, 24 milliards. Nadi Bamba, PDG de Sicone, patron des journaux Le Temps et Le Prestige, 98 milliards. Amaning Saint-Michel, ministre de la Défense, 94 milliards. Philippe Mangou, chef d'état-major à l'époque des armées, 87 milliards. Hubert Oulaye, ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, 78 milliards. Moïse Lida Kwasi, conseiller de Gbagbo, 39 milliards. Klaas Sylvanus de la TCI, 38 milliards. Kassoum Fadiga, 31 milliards. Kone, ambassadeur en Afrique du Sud, 28 milliards. Vincent Libi Koïta, DG de la CECOJ, 24 milliards. Moïse Coré Pasteur, conseiller de Gbagbo, 16 milliards. Patrice Bailly, 16 milliards. Seka Yapo Anselme, 12 milliards. Les Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, 8 milliards. Colonel Lobo, aide de camp de la présidence, 9 milliards. Alou Eugène, directeur du protocole du chef de l'État, 8 milliards. Christine Adobo, ministre de la lutte contre le SIDA, et 7 milliards. Sangaré Abdraman, conseiller de Gbagbo, 6 milliards. Madame Bogadodo, épouse de feu le ministre Bogadodo, 5 milliards. Clotilde Ouchi, ex-ministre des Affaires sociales de la Solidarité des handicapés, 5 milliards. Sokouri Boui, député de Koumassi, 5 milliards. Odette Sovier et Kokoué, député de Oumé, 4 milliards. Désiré Tagro, ministre de l'Intérieur, 6 milliards. Marie-Laure Digue, journaliste, 3 milliards. Serge Koufi, étudiant, secrétaire général de la FECI, 2 milliards. Au total, donc, soit un montant global de 7 662 milliards de nos francs du contribuable ivoirien qui ont été pris en bris, dérobés, volés et empochés paisiblement comme si rien n'était par des individus qui pour autant avaient pendant plus de 20 ans crié, hurlé, insulté et traité de tous les péchés d'Israël, feu le père de la nation Félix Houphouët-Boigny, de voleurs. 7 662 milliards de nos francs détournés en bris. Koutouye, Kabako, Assafoulaye, incroyable, inadmissible, inacceptable et même intolérable que d'assister à un tel détournement et vol à ciel ouvert. Pourrions-nous accepter sans nous dire qu'un désastre financier à l'échelle nationale se soit produit sous nos yeux par des moyens que rien? Frères et sœurs, chers followers ivoiriens, peu importe nos différents corps politiques, ou que sais-je encore, allons-nous nous asseoir à ne rien entreprendre pour que notre argent volé soit retrouvé et que les responsables de ces cambriolages dignes d'un film de western répondent à fond à leurs actes pour ne plus que cela puisse se reproduire dans notre pays? Et mieux, le journal en ligne, en effet, après investigation, le journal dans la suite des informations nous disait que ces banques se trouvaient, et ces sommes se trouvaient domiciliées dans des banques et des pays. BNI, ce sont des banques. BFA, qui sont des banques en Afrique du Sud, en Inde, en Irak, en Guinée, au Liban, en Israël, Sao Tomé et Principe, au Portugal, en Angola. Et c'est des sources, bien sûr, très bonnes. J'y entre. Dans quel pays étions-nous sous le régime des refondateurs du pays de Gbagbo? Et comment se fait-il que l'actuel pouvoir de notre chère autorité morale suprême, le Prado, n'arrive-t-il pas à faire la lumière sur ces crimes d'autres cieux afin de rapatrier ces centaines de milliards de nos francs volés dans les caisses de l'État ivoirien au détriment du contribuable que nous sommes tous? Chers followers, soyons sérieux entre nous. Quand on sait qu'avec cette somme volée, le pays pouvait se doter de quelques routes bitumées et réhabiliter certains, et avoir des centaines de centaines d'écoles, d'universités, des villages électrifiés, et raccorder des châteaux d'eau des villages, et créer des emplois pour des jeunes et des femmes, des stades de sport et développer le secteur agricole et bien d'autres réalisations, pour ne citer que cela,
il serait injuste de ne pas faire quelque chose pour que nos fonds nous soient rapatriés. Et vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous qui êtes conscients et soucieux de votre avenir, sachez que 1 milliard est la somme totale de 1000 millions de nos francs. Et cela a multiplié par 7662. Prenez les calculs et appréciez vous-même. Catastrophe. Ce qu'il faut retenir de cette délinquance financière jamais égalée sous nos yeux est qu'avec cette somme astronomique de 7662 milliards de nos francs volés, on pouvait créer beaucoup d'emplois et financer plus de 20 millions de jeunes, même à hauteur de 10 millions par chacun. Oui, c'est ce qui est la vérité. Enfin, ceux qui ont commis de tels vols, sans être inquiétés, viennent encore chercher à distraire le peuple sous prétexte qu'ils seraient des politiciens appartenant à un parti politique d'opposition. Cela est inacceptable et même intolérable. C'est la raison pourquoi le régime de Gbagbo, qui avait favorisé et entretenu la division du pays, pendant qu'ils ont qualifié la rébellion, ne voulait pas une solution pendant ces 10 ans. Non, on comprend maintenant l'origine des fonds prêtés à Jacques Chirac de sa campagne. Les prêts ici et là à certains pays qui, selon ses propres dires, n'étaient pourtant pas en guerre. Ouais. Comment ne pas pouvoir se donner le luxe d'acheter des 4x4 par dizaines et centaines pour des jeunes filles qu'on sautait comme des lapins dans le palais présidentiel? Mais les gars, avec ça, est-ce que recruter des mercenaires libériens, angolais, sud-africains et autres, et entretenir des jeunes désœuvrés qui avaient été formatés, endoctrinés, et comme dans les guérillas, pour ensanglanter la Côte d'Ivoire serait-il un problème? Non. Et oui, et c'était ça la refondation des refondateurs du FI pendant 10 ans de pouvoir usurper à la tête de notre pays. Pauvre Côte d'Ivoire, c'était triste, catastrophique et désastreux avec Babounoua comme président de notre pays. Mais malgré toute la souffrance du peuple dans les zones, comme il le disait, des zones riches, toujours ces termes, les dignitaires et quelques proches du régime des refondateurs en avaient cure la souffrance des peuples. 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche. Gbagbo et ses amis du FPI, à l'époque, avançaient tranquillement dans les grosses cylindrées, dans les boîtes de nuit, les places publiques, pour faire des shows et haranguer les foules, les badauds désœuvrés drogués, dont les cheveux avaient été emportés au Bénin dans le vaudou pour les envoûter. C'était cela pour eux la gouvernance d'un pays aussi important qu'est la Côte d'Ivoire. Venons-en, chers followers, et intéressons-nous alors au célèbre braqueur la BCAO, ce délinquant notoire à col blanc, ce prisonnier en sursis du nom de Kouné Katina, qui, au lieu de se terrer dans sa tanière, dite case et fermer son clapet de bœuf, ose s'ériger en donneur de leçons aux honnêtes citoyens. Qui est donc cet individu insensé, incongru, incompétent, improductif et insensible à la souffrance des populations, à qui l'on trop faire du tort, avec leur politique de division des haines, de dénigrement, des mensonges, de dilation, de populisme, de vilainité, d'incongruité, d'incohérence, de malice et d'assassinat, des crimes crapulés sur notre sol. Et comme plusieurs théoriciens affabulateurs et imposteurs, à l'instar du célèbre braqueur de la BCAO, ils avaient été tous hissés à la face du monde sur la scène politique en la faveur d'un pouvoir usurpé dans les rues, dans le sang des populations par le FPI de Gbagbo en 2000 face au général Véry. En effet, sorti de nulle part du néant, l'on verra nommé dans le gouvernement de Gbagbo comme ministre du budget, ceci est Katina, qui sera ensuite célèbre dans son braquage de la BCAO. Mesdames et messieurs, et voilà un peu ce que c'est le pouvoir des refondateurs. Alors, lorsque la communauté donc internationale va prendre des sanctions, et ces gens, pour leurrer la population, ont trouvé des subterfuges pour dire c'est pour payer les fonctionnaires. Mais Katina, as-tu de sitôt oublié que ton arrivée au pays après tous ces gaffes de vol, de tentatives de coup d'État, de déstabilisation depuis le Ghana, n'a été possible qu'à travers la clémence du chef d'État, homme de paix, de tolérance, le docteur Alassane Ouattara? Oui, Katina, Damana Picasso et autres. Vous avez bénéficié d'une clémence à la sortie d'une ordonnance qui a permis d'effacer tous vos crimes, des sang et des crimes financiers. Chers followers, voilà en quelques phrases ce qui est ce prisonnier en sursis qu'est le nommé Kouné Katina qui, malgré tous ses comptes qu'ils doivent rendre aux Ivoiriens
se permet encore de venir nous narguer en se faisant passer d'hommes prohibes qui peut donner des leçons aux honnêtes citoyens en nous parlant des dettes et des surendettements. Maintenant qu'il se dit aussi soucieux du bien-être des Ivoiriens, que Katina vienne nous répondre à cette question. Monsieur le grand économiste Katina, toi qui es subitement, qui sait tout, aux yeux de l'opinion internationale, qui est considéré comme un éminent économiste, financier et banquier, comment toi tu peux donner des leçons à des honnêtes citoyens? Monsieur le représentant des institutions financières de Bretton Woods, Katina, mais dis-moi, qui a donc pu financer la campagne de Chirac? Monsieur l'expert des agences internationales de notation, peux-tu nous expliquer à quoi servait de prêter des milliards de nos francs à certains pays africains? Le nouveau grand défenseur de la cause des Ivoiriens, Katina, au juste, qui sont ceux qui avaient fait capoter la transition sous Guy, tuant plusieurs de nos braves soldats? Monsieur l'enfant de cœur, Katina, du PPACI, qu'en est-il du charnet de Yopougon, l'assassinat de Guy, Camara H, docteur Dabouritablé, l'opposant Émile Théi, des journalistes Guy André Tiffer, Jean Hélène et des milliers de citoyens tués, brûlés, jetés dans des puits, des fosses communes, et que sais-je encore? La liste des macards de vos crimes abominables reste encore ouverte. Monsieur l'étrange sauveur du peuple de la Côte d'Ivoire, membre du PPACI, qui avait permis au Bobo Kuala de déverser des tonnes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire ayant de la mort de plusieurs personnes. Katina, du PPA Floco, épris de paix et de justice, crois-tu être? Explique-nous les raisons du boycott avec votre CNT qui a fait des centaines de morts et des dégâts matériels en Côte d'Ivoire en 2020. Bref, vous n'êtes pas passé toute la journée à vous poser des questions sur vos forfaitures, monsieur de la bonne gouvernance. Peux-tu démentir tous ces chiffres, tout cela, toutes ces révélations? Et pendant que nous sommes impatients et que nous regardions et que nous attendons les réponses, vous pouvez la fermer, vous pouvez la boucler et nous foutre maintenant le camp. Je suis le plus grand braqueur des temps modernes de la BCA au Connégatlan. Sachez, contrairement à vos défunts régimes flafla potopotoï sanguinaires des refondateurs, le pouvoir démocratique et bâtisseur de son excellent Dr Ouattara a su faire revenir la paix, la sécurité, la prospérité aux Ivoiriens avec la réalisation des infrastructures modernes dernière génération, est dans tous les secteurs et domaines. Énergumène de la pire race des vipères bornues, Katina, le célèbre braqueur de la BCA, arrêtez de nous narguer, arrêtez de nous faire passer d'inconscients, des sanguinaires que vous êtes. Vous êtes la déception. Vous êtes la déception, vous êtes des poubellards. Sous votre gouvernance, le pays était devenu un pays pauvre, très endetté. Et c'était une fierté pour vous. Alors, chers pépiatistes d'apprentis sorciers, l'acquittement et la libération de votre monteur de la prison de CCI par faute d'insuffisance de preuves quant aux charges de génocide et de crimes contre l'humanité à son encontre n'est pas synonyme de blanchissement ou d'innocenté et des dizaines de jeunes qu'il a fait tuer. Alors, de grâce, laissez-nous respirer. Il est temps que la justice de notre pays sévisse. Il est temps que la justice de notre pays sévisse. Alfla. Cher grand maître, oui. Vraiment c'était là aujourd'hui vraiment la mise en garde contre ces gens. Le grand maître, c'est tellement bien fait. Et comme on peut bien poser la question suivante, depuis quand a-t-on vu une hyène manger du mil? Ce jour donc, le jour où vous verrez une hyène manger du mil, c'est ce jour-là que des vauriens pourront conseiller les premiers de classe. C'est ce jour-là que des individus sans projet de vie comme Katina, on prendra le temps de les écouter. Surtout qu'on sait leur capacité du mal et du désordre. Et vous l'avez tellement bien dit. Ce régime était tellement dans le désarroi qu'ils agissaient en oubliant que nous sommes sur la terre des hommes et qu'on laisse toujours des traces. Et c'est ce que vous avez tellement bien fait. Vous avez tellement bien fait ressortir tout et dans plusieurs compartiments que c'est moi qui vous dis merci. Et ça va encore servir, comme dirait quelqu'un, à édifier les esprits qui veulent s'ouvrir. Parce que cette plateforme n'est pas faite pour tout le monde. Cette plateforme est faite pour les gens qui veulent ouvrir leurs esprits. Et nous vous disons, prenez les différents travaux que nous faisons et essayez de les soumettre aux questionnements. Vous verrez combien de fois vous allez apprendre beaucoup de choses.
Et ce qu'Adolphus a dit relativement à Laurent Gbagbo, qui a volé l'argent et le distribué n'importe comment, effectivement, il a financé la campagne de Chirac, lui le soi-disant panafricain, qui est en train de se battre pour que ce que les Africains méritent leur revienne des droits. Écoutez ce que Laurent Gbagbo faisait ici. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo dut lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme ce qu'a dit Laurent Gbagbo dans son ouvrage, qui lui ne faisait que confirmer ce que j'avais dit il y a 3 ans. Laurent Gbagbo évoque aussi des pressions qui auraient été faites sur lui ou des menaces à peine voilées. Est-ce que c'est exact? Je dément de la manière la plus catégorique qui soit. Il n'y a jamais eu de pression sur Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien évoque un autre épisode de vos relations et de vos rencontres. C'était en septembre 2002, il était à Rome. Pendant ce temps-là, à Abidjan, il y avait cette insurrection des militaires, la rébellion qui a tenté de renverser le régime. Vous étiez à Rome ce jour-là et Laurent Gbagbo dit ce n'est pas un hasard, Robert Bourgi était dans mon hôtel, dans le même hôtel que moi. Est-ce que vous confirmez cette rencontre et que faisiez-vous dans le même hôtel que Laurent Gbagbo à Rome? Je me considère toujours comme l'ami de Laurent Gbagbo. Ce que j'ai lu m'a profondément peiné. J'étais à l'hôtel Excelsior à Rome à l'invitation de Laurent Gbagbo. Et ce qu'il dit est totalement faux. Laurent Gbagbo affirme que vous lui avez conseillé avant de rentrer à Abidjan d'aller voir Jacques Chirac. Est-il exact que vous avez donné ce conseil et dans quel but? C'est totalement faux. Lorsque nous avons appris qu'il y avait eu une insurrection en Côte d'Ivoire, nous avons été réveillés et nous nous sommes précipités dans la suite du Laurent Gbagbo. Et j'ai discuté avec lui, il me dit, tu te rends compte, Bob, comme il m'appelle, ce qui arrive. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre la tâche de Villepin. J'ai appelé Villepin, je lui ai dit, que doit faire Laurent? Et ils se sont parlé, et Laurent s'est rendu à Abidjan. Je n'ai jamais dit à Laurent Gbagbo d'aller à Paris voir Jacques Chirac ou Villepin, puisqu'il avait parlé à Villepin. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Mais pour ceux qui savent décoder la parole, sur une vidéo de 5 minutes, l'interlocuteur qui se dit être ami de Laurent Gbagbo a dit 5 fois que Laurent Gbagbo a menti sur 5 sujets différents. Katina, voilà ce que vous représentiez. Et voilà ce que vous représentez. Et à commencer par votre chef. Et je crois qu'un être humain qui se respecte
doit être capable d'assumer ses propos en tout lieu et en tout temps. Sur 5 ou 4 minutes, le monsieur a dit 5 fois, sur 5 sujets différents, que Laurent Gbagbo a menti. Et donc, c'est très honteux de votre part, à commencer par votre chef Laurent Gbagbo. Et mais pourquoi vous aviez pris cette somme-là alors que des Ivoiriens étaient PPT? Et vous n'avez pas eu pitié des Ivoiriens. Vous avez pris ces 3 millions que vous avez sacrifiés. Alors que, en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens souffraient et vous luttiez désespérément pour être considéré comme un pays pauvre très endetté. Et ce n'est pas tout. Vous faisiez même plaisir à la France en donnant entièrement tout à la France, comme nous le dit ici un de vos soi-disant brillants économistes encore. Et on écoute ça. C'était un compte particulier contre Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Et donc, mesdames et messieurs, vous ferez facilement l'exercice de comprendre que quand on a un régime d'incapables, quand on a un régime de médiocres, quand on a un régime de personnes qui ne savent rien du monde et comment il fonctionne, Laurent Gbagbo et sa bande ont pensé que c'était seulement en livrant la Côte d'Ivoire et l'Afrique à la France, en donnant tout. Eux, ces économistes-là qui donnaient tout à la France, comme vient de le dire Mamadou Koulibaly, mais en oubliant les Ivoiriens eux-mêmes. Chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Et pour finir, comme ce sont eux-mêmes les promoteurs des injures, voici ce qu'un de leurs militants nous dit ici de Laurent Gbagbo, comme pour conclure. Gbagbo, c'est un homme perdu. C'est un homme perdu. Moi, j'ai défendu Gbagbo. Et j'ai les preuves. Gbagbo, c'est un homme perdu. Et donc, mesdames et messieurs, Katina, Laurent Gbagbo et votre groupement, vous êtes tous des hommes perdus, des hommes sans valeur, des hommes qui ne connaissent même pas le fonctionnement du monde. Comme l'a dit Adolphis, quand on n'a rien de bon à dire, le silence vaut mieux. Adolphis, merci pour le travail effectué. Je ne vais plus abuser de votre générosité. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, ce n'est jamais abusé, c'est vraiment sincèrement notre temps d'être vraiment de la famille et d'être au service de la nation. Et je vous remercie pour tout ce temps que vous m'avez accordé. Merci. Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. À vous pareillement et à toute la classe, à tous les auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le deuxième auditeur qui est Soundiata le Conquérant, qui, compte tenu des obligations de travail, ne pourrait pas être avec nous ce soir. Il a fait aussi le travail qui allait dans le même sens. C'est pourquoi vous allez nous permettre de faire la jonction. Et donc, nous allons faire jouer ici l'audio de Soundiata le Conquérant qui nous a produit un bel article, un beau travail. Nous allons vous faire jouer cela ici qui est très riche en enseignements. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette émission. Merci de l'opportunité qui m'est à nouveau ouverte pour pouvoir intervenir sur cette émission.
Ces temps-ci, je suis indisponible, mais je tiens quand même à faire des efforts selon mes possibilités pour intervenir à l'émission. Donc aujourd'hui, je vais encore intervenir, mais bien avant, avec la fête de Tabaski, je voudrais souhaiter, dans le cadre de la fête de Tabaski qui vient de passer, santé, longévité, paix et bonheur à tous nos auditeurs, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent, et aussi stabilité, paix et bonheur à toute la Côte d'Ivoire. Vous le savez, juste avant ce week-end, la semaine dernière, l'actualité était dominée par les sorties d'un certain Kone Katina qui faisait croire que le régime d'Abidjan en ce moment a endetté le pays et aussi qui parlait comme si à leur temps tout était beau sous nos tropiques. Pour ce faire, nous avons estimé que c'était malsain de la part d'un tel individu parce que connaissant leur passé et sachant ce qu'ils ont eu à causer comme tort aux Ivoiriens. Pour ce faire aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons revenir sur des dégâts du régime FPI de la refondation lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et puis nous allons parler aussi de la question de l'endettement. Alors donc voici des dégâts que le régime de Laurent Gbagbo a eu à faire lorsqu'ils étaient au pouvoir. Plus de 10 000 assassinats, crimes, meurtres entre 2000 et le 11 avril 2011. Charnier de Yopougon. La série de crimes suscités par le régime FPI prend son envol au lendemain du scrutin de 2000, précisément le 27 octobre 2000. Avec la découverte dans la commune de Yopougon d'un charnier de 57 corps, tous criblés de balles. Les victimes de cette tragédie sont en majorité des militants du RDR et les gendarmes de l'escadron d'Abobo, proches du FPI, soupçonnés d'en être les auteurs, ne sont guère inquiétés. Ils seront même réhabilités plus tard par le pouvoir de Laurent Gbagbo. Les morts de l'élection législative de 2000, suite au rejet de la candidature de Alassane Ouattara, les militants et sympathisants du RDR décident de descendre dans les rues pour protester. Une répression sanglante de la part des forces de l'ordre ordonnée par le chef de l'État, d'alors Laurent Gbagbo, lui-même s'ensuit. L'on dénombre une cinquantaine de morts dans le rang de l'opposition. Mort des fameux complots. D'abord le complot dit de la Mercedes noire dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001. Ensuite celui baptisé complot de la cabine téléphonique dans la nuit du 31 janvier de la même année. Enfin, le complot du Badian qui s'est déroulé devant la RDI à Cocody. Chacun de ces complots a eu son lot d'assassinats et de règlements de compte. Escadron de la mort, à l'éclatement de la rébellion le 19 septembre 2000, des escadrons de la mort composés de militaires, policiers et miliciens font leur apparition dans la zone gouvernementale. Ces escadrons procèdent à des éliminations physiques des personnalités et des militants de l'opposition. Le général Robert Gueye, le médecin Benoît Dakouri Tablé,
frère de Louis André Dakouri Tablé, numéro 2 de la rébellion, et le comédien Camara H, IRFR, sont entre autres des victimes de ces tueurs à gages. Charnier de Monokozoï. Au début de la crise militaire en 2002, un autre charnier de corps des Burkinabés à majorité est découvert à Monokozoï. L'assassinat de Jean Hélène, le journaliste de Radio France Internationale, a été froidement abattu par un policier en plein plateau, résultat de la politique et des discours de la haine promus par le régime Gbagbo depuis son ascension au pouvoir. Événement de mars 2004. Le 25 mars 2004, lors de la manifestation organisée de l'opposition ivoirienne pour soutenir l'accord de Linas Marcoussis, les forces de défense et de sécurité, guidées par leur hiérarchie proche du parti au pouvoir, mettent en marche une véritable machine à tuer. La répression fait officiellement 120 morts selon un rapport d'enquête. Les machettes à l'université ont été introduites dans ces temples du savoir par le régime Gbagbo. En 10 ans de pouvoir, aucune construction d'université de la part du régime Gbagbo. Il faut également noter que lors du régime Gbagbo au pouvoir, il y a eu des achats de RAV4 pour les maîtresses et les petites filles à Abidjan. Il y a eu détournement de 100 milliards de francs CFA à travers un achat fictif d'une usine Fulton de cacao aux États-Unis lors de la gouvernance Gbagbo. Sous la gouvernance Gbagbo également, détournement de 900 milliards de francs CFA entre 2002 et 2008 par les barons de la filière café-cacao sous le régime FPI. Source, les experts des douanes. Sous le régime Gbagbo, les milliards de Trafigura. Il s'agit des 100 milliards de francs CFA que la société Trafigura a octroyé après un marchandage du camp présidentiel à la Côte d'Ivoire en vue du dédommagement des victimes des déchets toxiques. À vrai dire, les malades des déchets toxiques n'ont vu que des broutilles et des menus frétins que le pouvoir a bien voulu leur donner. Le reste de l'important pactole, un peu plus de 90 milliards de nos francs CFA, a disparu dans la nature. Et pourtant, Laurent Gbagbo et ses camarades avaient promis de construire des hôpitaux, de nombreux centres de santé, d'acheter des équipements médicaux pour les populations, que de belles professions de foi jamais réalisées. Les milliards cachés du pétrole. Au nombre des affaires sales du FPI, on dénombre la gestion opaque du pétrole. Pendant 7 ans, de 2000 à 2007, les chiffres du pétrole ont été gardés dans le silence par la présidence et le ministère des Mines. Si officiellement, on finit par annoncer aux Ivoiriens une production de 50 000 barils par jour, les chiffres réels trahissent les intentions du régime, car notre pays produit un peu plus de 80 000 barils par jour. On n'a pas besoin de dessin pour trouver la destination des autres 30 000 barils. Blanchiment de faux billets. C'était en octobre 2007. Les Ivoiriens assistent à la découverte de faux billets de dollars, non du domicile d'un compte de la refondation, en l'occurrence Zirignon Otro, PCA de la CI. Sur cet autre scandale, les Ivoiriens ne cessent de se demander pourquoi le chef de l'État, Laurent Gbagbo, s'est précipité au domicile de son ami de longue date, dit-il constater les faits. La secrétaire du chef de l'État escroque 65 millions de francs CFA à MTN.
La secrétaire du président Gbagbo, épouse de son conseiller spécial Nyoïté Gomé, s'est rendu coupable d'une escroquerie de plus de 65 millions de francs CFA au détriment de la société de télécommunications MTN. Donc voici là quelques dégâts sous le régime Gbagbo. En ce qui concerne la dette, les questions sur l'endettement, nous les avons abordées ici à plusieurs reprises. Et ça ne nous étonne pas si les proches de Gbagbo s'entêtent toujours à revenir sur ce sujet parce que, en fait, ils surfent sur l'ignorance des populations ivoiriennes pour les distraire et les révolter. Sinon, tout le monde sait qu'un pays ne peut pas évoluer sans prendre des crédits pour travailler. Et aujourd'hui, pour permettre à l'opinion d'avoir un peu plus de clarté sur la situation, nous allons donner des taux d'endettement de certains pays au monde, pour ne pas dire les plus grands pays au monde. Nous allons le faire par ordre décroissant, c'est-à-dire partant du pays qui a le taux d'endettement le plus élevé jusqu'au pays qui a un autre taux d'endettement moins élevé. Mais, je le précise, il s'agit exclusivement des grands pays du monde. Tout d'abord, le taux d'endettement est un indicateur économique qui s'apprécie de la façon suivante. Il s'agit de faire le rapport du crédit contracté par le pays auprès des bailleurs, sinon des investisseurs, divisé par le produit intérieur brut du pays multiplié par 100. Donc le produit intérieur brut du pays, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses du pays. C'est-à-dire on évalue l'ensemble des richesses du pays et c'est ça le produit intérieur brut. Donc par exemple, si je veux calculer le produit intérieur brut d'un pays A donné, non, pas le produit intérieur brut, si je veux calculer le taux d'endettement d'un pays A donné, je regarde en exemple le produit intérieur brut du pays, c'est de 100 milliards de francs CFA. Maintenant, le crédit que ce pays a pris auprès des bailleurs et des investisseurs est de 30 milliards. Donc, si je vais calculer le taux d'endettement du pays, je prends le montant du crédit et la somme empruntée par le pays auprès de ses bailleurs, qui est de 30 milliards, je divise par le produit intérieur brut du pays, qui est de 100 milliards. Et lorsque je fais cette division, je vais retrouver 0,3. Les 0,3, je les multiplie par 100 et je trouve le taux d'endettement du pays. Donc, le taux d'endettement de ce pays A donné est de 30%. Et en la matière, je vous donne les taux d'endettement de ces grands pays-là datant de 2020 et source le Fonds monétaire international. Donc voici les chiffres des taux d'endettement de 2020 des pays suivants. Japon, 266,2%. Italie, 155,8%. Espagne, 120%.
Canada 117,8%, France 115,7%, Belgique 114,1%, États-Unis 107,6%, Royaume-Uni 100,2%, Allemagne 69,8%, Chine 66,8%. Donc vous vous rendez compte que les grands pays du monde sont les plus endettés en ce moment, avec des taux d'endettement qui vont de 266,2% jusqu'à même, on va dire, 100%, et les moins endettés, c'est l'Allemagne qui est à 69,8% et la Chine qui est à 66,6%. Là encore, les taux d'endettement de ces pays-là sont raisonnables. Mais vous le savez, je vous donne la liste des 6 plus grands pays du monde. Premier, États-Unis. Deuxième, Chine. Troisième, Japon. Quatrième, Allemagne. Cinquième, France. Sixième, Royaume-Uni. Voilà. Mais parfois, le Royaume-Uni vient avant la France. Sinon, voici les 6 pays les plus grands en termes économiques. Mais vous vous rendez compte que, à part l'Allemagne et puis la Chine qui fait l'exception, les autres sont très endettés, qui vont avec des taux d'endettement qui excèdent même les 100%. Voyez-vous, les États-Unis, la première puissance mondiale, leur taux d'endettement est de 107,6% en 2020. Le Japon, qui est la troisième puissance mondiale, son taux d'endettement est de 266,2%. L'Allemagne, qui est quatrième, a un taux raisonnable, 69%. Et puis quand vous prenez la France, c'est 115,7%. Le Royaume-Uni, c'est 100,2%. Tous ces taux d'endettement de ces pays-là sont très élevés. Mais curieusement, vous vous rendez compte que ce sont les pays les plus puissants du monde. Voilà le paradoxe. Les pays les plus endettés, en termes de taux d'endettement, sont les pays les plus puissants économiquement au monde. Et nous donnons ces chiffres pour permettre d'illustrer quelque chose. Allons-y, vous allez comprendre. Parce qu'il est grand temps d'éclairer les uns et les autres pour éviter d'instrumentaliser les Ivoiriens. Nous ne voulons plus que les Ivoiriens soient instrumentalisés. Nous voulons le rétablissement de la vérité. La Côte d'Ivoire, selon les chiffres datant de 2020, est la 9e puissance économique africaine avec 61 milliards de dollars. C'est-à-dire l'ensemble des richesses ivoiriennes en 2020 s'est évalué à 61 milliards de dollars. 61 milliards de dollars. Si aujourd'hui on veut faire les calculs avec la valeur du dollar, le dollar est monté, on va dire que 624 par exemple, 625. Donc, en 2020, l'ensemble des richesses ivoiriennes s'est élevé à un peu plus de 38 125 milliards de nos francs CFA. Ça, c'est un chiffre qui date, je dis bien, de 2020. Et il a certainement évolué, puisque nous sommes en 2022. Ce qu'il convient de savoir, avec
un PIB qui est de 38 125 milliards de nos francs CFA, la Côte d'Ivoire, en ce moment, en 2022, a un taux d'endettement de 50%. En 2020, nous étions à 48%. Donc, on va dire le taux d'endettement, il est autour de 50%. Vous voyez? Mais la Côte d'Ivoire, en la matière, respecte les normes de l'UEMOA, sinon de la CEDEAO, qui disent que le taux d'endettement d'un pays ne doit pas excéder les 70%. Mais en la matière, je veux vous dire, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire en ce moment est de 50%. Mais le Ghana voisin, le taux d'endettement, il excède les 70%. Le taux d'endettement a même atteint en 2021 les 80% au Ghana. Donc, en la matière, la Côte d'Ivoire respecte les normes économiques de gouvernance. Et la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on veut faire croire, peut encore prendre des prêts auprès des bailleurs et investisseurs pour lancer l'économie et pour lancer plusieurs grands chantiers d'État, sans qu'il y ait péril en la demeure. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous voyez? Donc, les grands pays que je viens de citer ont des taux d'endettement qui excèdent même les 100%, et pour ceux qui sont un peu raisonnables, c'est-à-dire l'Allemagne ou la Chine, ils sont à un peu plus de 60% de taux d'endettement. Or, la Côte d'Ivoire n'est que à 50% de son taux d'endettement. Vous voyez? Et si vous voulez, je vous donne les chiffres en ce qui concerne le produit intérieur brut datant de 2020 des 10 premières puissances économiques africaines. Premier, Nigeria, 432 milliards de dollars. Deuxième, Égypte, 335 milliards de dollars. Troisième, Afrique du Sud, 335 milliards de francs CFA. Deuxième, j'ai dit Égypte, c'est 365 milliards de francs CFA. Troisième, Afrique du Sud, 335 milliards de francs CFA. Quatrième, Algérie, 145 milliards de francs CFA. Cinquième, Maroc, 115 milliards de... Non, pas de francs CFA, dollars plutôt. Bon, autant pour moi, je reprends tout. Je vous donne les chiffres des 10 plus grandes puissances économiques d'Afrique en milliards de dollars. Des chiffres datant de 2020. Premier, Nigeria, 432 milliards de dollars. Deuxième, Égypte, 365 milliards de dollars. Troisième, Afrique du Sud, 335 milliards de dollars. Quatrième, Algérie, 145 milliards de dollars. Cinquième, Maroc, 115 milliards de dollars. Sixième, Éthiopie, 108 milliards de dollars. Septième, Ghana, 69 milliards de dollars. Huitième, Tanzanie, 62 milliards de dollars. Neuvième, Côte d'Ivoire, 61 milliards de dollars. Dixième, Angola, 58 milliards de dollars. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, avec ses 61 milliards de dollars, qui représente un peu plus de 38 125 milliards de francs CFA, est 9e puissance africaine en 2020. J'ai bien dit, ces chiffres représentent le PIB de chacun de ces pays en 2020, c'est-à-dire l'ensemble des richesses sur le pays. Et on va quitter là. Je viens ici pour vous donner d'autres chiffres.
2021, le classement datant de 2021, des 10 pays africains les plus endettés. Je vous donne le classement des 10 pays africains les plus endettés en fonction de leur taux d'endettement. Premier, Soudan, avec un taux d'endettement de 207%. Deuxième, Érythrée, avec un taux d'endettement de 165,1%. Troisième, Cap-Vert, avec un taux d'endettement de 123,5%. Quatrième, Mozambique, avec un taux d'endettement de 108,8%. Cinquième, Angola, avec un taux d'endettement de 95%. Sixième, Zambie, avec un taux d'endettement de 91,6%. Septième, Égypte, avec un taux d'endettement de 84,9%. Huitième, Gambie, avec un taux d'endettement de 80,9%. Neuvième, Mauritanie, avec un taux d'endettement de 78,5%. Dixième, Congo, avec un taux d'endettement de 78,5%. Donc tous ces pays-là, en la matière, si on prend la règle selon laquelle le taux d'endettement ne doit pas excéder les 70% du PIB, il est très clair que les différents pays que je viens de citer tombent sous le coup de la loi. Mais vous voyez, il n'y a pas la Côte d'Ivoire là-dedans. Voilà. Le Ghana même qui déjà en 2021 avec un taux d'endettement qui excédait les 70%, il ne figure pas ici. Donc la Côte d'Ivoire en la matière n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire est solvable. Mais la réalité aujourd'hui, l'opposition surfe sur l'ignorance des populations pour essayer de distraire l'opinion nationale en vue de créer des troubles, c'est tout. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et comme je vous l'ai dit, vous verrez bien, le Ghana même, lorsqu'on prend le PIB 2020, l'ensemble des richesses, le Ghana qui est à 69 milliards de dollars a déjà un taux d'endettement en 2020 qui a avoisiné le 70%. Vous voyez? Et même si on prend encore en ce qui concerne les PIB par habitant, vous allez vous rendre compte que là, si on prend le PIB par habitant, c'est-à-dire on prend le nombre d'habitants sur le pays et on divise par le produit intérieur brut, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est nettement mieux classée même que le Nigeria et le Ghana. Et l'information est bien là. On dit en termes de richesse par habitant, la Côte d'Ivoire est classée devant le Nicaragua avec un PIB par habitant de 2286 dollars au début de l'année 2020. La Côte d'Ivoire dépasse désormais le Ghana et le Nigeria, deux pays disposant d'immenses richesses naturelles en termes de PIB par habitant. Ce qui est très bien clair. Donc si on prend les 38 125 milliards qu'on divise par le nombre de la population ivoirienne, on se rend compte que ce chiffre-là qui représente le PIB par habitant est nettement mieux en Côte d'Ivoire que
le PIB par habitant du Ghana et du Nigeria. Donc l'économie ivoirienne est dynamique, elle est performante. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire peut même emprunter encore pour pouvoir lancer ces grands chantiers. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'argent de la dette soit utilisé à bon escient pour les grands projets d'investissement. C'est ce qu'on peut espérer. Et on peut aussi espérer que la gestion financière de cette dette-là soit transparente. C'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, tout ce que les gens racontent pour dire la Côte d'Ivoire est surendettée, la Côte d'Ivoire doit, tout ça, ce sont des bêtises. Donc l'opposition ivoirienne ne fait qu'endormir le bas peuple. Sinon, en réalité, il n'y a pas péril en la demeure. L'économie ivoirienne est dynamique. L'économie ivoirienne se porte bien. Et même, contrairement aux autres pays, vous avez vu, il y a beaucoup de pays dans le monde, le taux d'inflation, il est très élevé en ce moment. Mais en la matière, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'inflation est relativement maîtrisée et les prix des denrées n'ont pas flambé de façon extraordinaire comme au Mali, au Burkina ou bien en Europe, aux États-Unis. Actuellement, vous rentrez en Europe ou bien aux États-Unis, les prix ont flambé et personne ne dira le contraire. C'est lié au contexte, la guerre en Ukraine et aussi la Covid que vous avez connue, malheureusement. Donc tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le coût de la vie soit bas dans les mois à venir et ceci peut se faire que lorsque la guerre en Ukraine va s'arrêter et lorsque aussi le travail va s'accélérer un peu partout dans le monde. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont au ralenti. Nous souhaitons que ces activités-là reprennent et que le monde aille mieux. Pour l'heure, en ce qui concerne l'économie ivoirienne, elle est dynamique, elle se porte bien et il n'y a pas de problème. Nous encourageons les Ivoiriens à se mettre résolument au travail. Parce que tout ce qui se passe ne peut marcher qu'avec le travail bien fait. Nous souhaitons que les gens se mettent au travail. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Sur ce, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Merci beaucoup à Sundiata le Conquérant pour ce brillant travail. Et nous allons encore demander à M. Katina Kone ainsi qu'à tous ceux du FPI Les Gores de nous faire aussi le bilan économique de leur gestion. Ce sera très important. Invitez-moi le peuple ouais et taguez tout le peuple ouais. Si vous avez des groupes ouais, taguez-moi ces groupes ouais. Si vous connaissez des parents qui ont été tués dans la crise ivoirienne, qui a causé notre pays, je vous demande pardon. Envoyez-les à suivre ce direct-là. Si vous connaissez un membre du gouvernement, envoyez-lui cette vidéo, s'il vous plaît. Le peuple ouais. Comment les jeunes du peuple, les jeunes guerriers, les jeunes ouais sont morts. Comment les jeunes du Carrefour sont morts. On a mis ça sur les rebelles. Mais les vrais coupables sont là. Regardez ce nom-là. Va au bloqué. C'est un chef dans l'ouest là-bas. Il a livré vos enfants avec la complicité de certains leaders du PPAC. Est-ce que tout ça là qu'ils ont peur? Mais ouais. Donc c'est ce PPAC là. Ils nous ont trompés. Je vous dis la vérité. Le PPAC que vous voyez aujourd'hui là, c'est des menteurs. Et la jeunesse de Côte d'Ivoire ne doit pas suivre le PPAC. J'appelle toute la population ivoirienne. J'appelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire. J'appelle tous les jeunes africains. Quel que soit où vous êtes, dans les campements, dans les villages, de boycotter le PPAC. Boycotter le PPAC. Refoulez le PPAC. Si le PPAC vient chez vous pour un meeting, refoulez-les. C'est des menteurs. Ils sont dans une campagne d'intoxication. Ils veulent mentir. Eux-mêmes, c'est des menteurs. Mais pour le respect du président Laurent Gbagbo, je
ne dirai pas. Je suis le président de la République du Côte d'Ivoire. Les gens du PPAC ne veulent pas la paix. Je pense qu'ils doivent être arrêtés. Conduits devant les tribunaux, le peuple ouais. Comment les jeunes du peuple, les jeunes guerriers, les jeunes ouais sont morts. Comment les jeunes du Carrefour sont morts. On a mis ça sur les rebelles. Mais les vrais coupables, ils sont là. On n'a pas menti un peu, non? Venez mentir encore, invitez-moi le peuple ouais. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter quelque chose qui n'est pas du tout nouveau pour ceux qui sont élèves de la classe. Et un pays ou un peuple qui vit sans histoire est un peuple qui n'a pas d'âme. Et combien de fois n'avions-nous dit ici que les vrais coupables des atrocités dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'était le régime du FPI avec un chef, Laurent Gbagbo, et bien d'autres mauvaises personnes, des individus de très mauvaise alloi comme Mao Glossier. Et aujourd'hui qu'il y a la guerre donc entre eux, on voit très bien les criminels qui sont en train d'exposer les uns les autres. Mesdames et messieurs, soyons-en conscients et prenons bonne note. Et avant de continuer, je vais vous lire ici un document des Nations Unies pour vous dire combien de fois ce Mao Glossier ainsi que les individus de son acabit ont été un danger pour la Côte d'Ivoire à cause de Laurent Gbagbo qui a gracieusement offert les armes à ces personnes pour tuer d'autres Ivoiriens de 2002 jusqu'en 2011. Et donc l'article que vous verrez, je viens de poster, vous allez m'excuser, je viens de poster le lien que vous pouvez voir. Voici ce que l'article nous dit. Selon un article paru dans le Nouveau Réveil, le Front de libération du Grand Ouest, en abrégé FLGO, l'Alliance des Patriotes OUE, en abrégé APOUE, l'Union Patriotique pour la Résistance du Grand Ouest, en abrégé l'UPERGO, et le Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, en abrégé MILOSI, étaient les principales milices armées opérant dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Source, le 26 mai 2005, le Patriote, en date du 31 mai 2005. Un article publié par la Radio France Internationale ajoute qu'il s'agit des milices gouvernementales. Et cette déclaration a été faite le 30 juin 2005. Selon Human Rights Watch, en abrégé HRW, les milices situées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire sont clairement basées sur l'origine ethnique. Un article publié dans le Patriote note que ces milices opèrent en particulier dans les villes de Guiglo, Dieukwe, Taï, Bleulequin et Toulepleu, et qu'ils sont composés de Ouè, tous de l'ethnie guéré. Les miliciens ont été abreuvés à l'idéologie selon laquelle le PDCI et le RDR font la guerre au FPI, à parti au pouvoir, c'est-à-dire le FPI qui parraine ces mêmes milices. Dès lors, les Baoulés, les Malinqués, soupçonnés d'appartenir à ces deux partis politiques, et aussi les étrangers, notamment les Burkinabés et les Maliens, sont devenus leurs cibles. Toutes les villes qu'ils contrôlent, ces miliciens imposent leur dictat aux allogènes avec le soutien de certains éléments de forces de défense et de sécurité. Prenons le cas du Front de libération du Grand Ouest, en abrégé FLGO. Un article publié sur le site internet de BBC indique que le FLGO a été formé par Mao Glossier Denis dans la ville de Guiglo. Selon Mao Glossier, ces troupes n'étaient pas une milice, mais plutôt une armée de résistance. Le FLGO est composé entièrement des membres de l'ethnie Ouè et a été créé pour combattre les rebelles qui se sont installés dans le nord du pays en 2002. L'International Crisis Group, en abrégé ICG,
dans son rapport daté du 12 juin 2004, note que Mao Glofier Denis est aussi le 3e adjoint au maire de Guiglo, président de l'association des chefs Ouai et membre du comité central du FPI, Front populaire ivoirien, le parti au pouvoir. Même si son titre officiel n'indique en rien qu'il puisse être, de quelque manière que ce soit, influent, des sources, non seulement dans l'Ouest, mais aussi à Abidjan, s'accordent à dire qu'il donne des ordres à tous les autres officiels élus ou nommés dans la région autour de Guiglo. Selon ces mêmes sources, Mao Glofier aurait été le relais d'une chaîne de commandement parallèle reliant la présidence de la République à l'époque de Laurent Gbagbo aux différentes milices qu'ils appelaient soi-disant patriotes et les membres du modèle, c'est-à-dire le mouvement pour la démocratie au Libéria qui était aussi un groupe rebelle, ou d'autres combattants libériens au long des axes de Guiglo, tout le pleu, Guiglo-Bangolo. Une source proche de la présidence a confirmé, c'est-à-dire la présidence sous l'époque de Laurent Gbagbo, a confirmé que Mao Glofier a un contact téléphonique quotidien, que ce soit avec l'ancien ministre de la Défense, Cadet Bertin, ou le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, Hubert Oulaye, originaire de Troya, un village près de Guiglo. Et ceux que nous venons de vous citer, c'est-à-dire Oulaye Hubert, ainsi que Bertin Cadet et bien d'autres, étaient ceux-là même qui finançaient ces mouvements de milices et ces mouvements mortifères. Le même rapport ajoute que les milices du FLGO patrouillent dans la ville de Guiglo et ses alentours. Les analystes du International Crisis Group les ont vus à Toulepleu et à Guiglo. Ces milices sont tenues responsables de l'assassinat d'un ressortissant togolais dans la nuit du 18 au 19 mai 2004 et du meurtre d'un chauffeur de taxi Djoula le 2 juin 2004. Le meurtre du chauffeur retrouvé égorgé au milieu d'une rue à Guiglo a suscité une vive réaction de la part de certains habitants de la ville. Les membres des milices ont été identifiés comme étant des ex-combattants du FLGO, c'est-à-dire la milice dirigée par Mao Glofier, qui non seulement volent, attaquent et pillent les civils, mais ils s'en prennent aussi également à l'armée. Un soldat de FONSI, c'est-à-dire des forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, a confié que, malheureusement face à ces attaques, nos chefs ne peuvent absolument rien faire. Il nous a été dit que nous ne pouvions pas les désarmer car ils ont lutté pour la défense de la région et qu'ils sont les gardes-corps de certaines autorités de la ville. Vous retrouverez cette partie dans le document de l'ICG daté du 12 juin 2004. Le rapport publié en 2004 par la Coalition to Stop the Use of Child Soldiers indique que depuis le mois de décembre 2002, le FLGO recrute des enfants libériens dans les camps des réfugiés. Ceux qui refusent de joindre les rangs sont harcelés et menacés. Parlons maintenant du MILOCI, le mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Un article paru dans le journal Le Patriote indique que le MILOCI est dirigé par le pasteur Gami. C'est le Patriote du 31 mai 2005. Selon Human Rights Watch, le MILOCI représente des membres du groupe ethnique des Yakuba. Selon le rapport du International Crisis Group, la base du MILOCI, à l'instar de celle du FLGO, est formée d'anciens combattants ivoiriens et libériens du mouvement pour la démocratie au Libéria, c'est-à-dire le modèle, une rébellion inspirée et financée par le pouvoir de Laurent Gbagbo en 2003 pour répondre à l'attaque de l'Ouest de la Côte d'Ivoire par les rebelles soutenus par l'ancien président libérien Charles Taylor en date du 24 mars 2005. Human Rights Watch rapporte que le MILOCI a revendiqué l'attaque menée le 28 février 2005 contre la ville de Logoualé
C'était en mai 2005. Cependant, selon le rapport, c'est-à-dire le même rapport, un officier supérieur de l'armée française a accusé les forces du gouvernement de Laurent Gbagbo d'être derrière les attaques de Logoualé. Nous avons des preuves que l'attaque de Logoualé était planifiée, organisée et financée par le pouvoir central d'Abidjan, a déclaré le colonel Éric Burgot, chef des forces françaises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de l'Union patriotique pour la résistance du Grand Ouest UPERGO et de l'Alliance des Patriotes Ouest, en abrégé APOUE. Un article du Patriote indique que l'UPERGO a été créé par Yahi Octave et que ses miliciens, qui sont dirigés sur le terrain par Banao Gabriel, sont basés à Bleu-les-Quins. Le même article ajoute que l'APOUE, qui est commandé par Montpéo Julien, dit Colombo, représente un démembrement du FLGO de Mao Glossier et fait la loi à Diokwe. Des paysans de Diokwe ont affirmé que les membres de l'APOUE les empêchent d'aller dans les champs. Les routes des plantations sont devenues des pistes de la mort. Les forces de résistance du Grand Ouest, en abrégé FRGO. Selon le rapport du 21 décembre 2005 de Human Rights Watch, depuis juillet 2005, c'est bel et bien Mao Glossier Denis, le chef du FLGO, qui dirige collectivement les 4 groupes de miliciens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on est en train de vous dire, ce Mao Glossier était tellement dangereux. En réalité, tous ces groupes que je viens de citer là, c'est lui qui les dirigeait selon le rapport de Human Rights Watch qui a été publié le 21 décembre 2005. C'est bel et bien Mao Glossier qui dirigeait collectivement les 4 groupes de milices de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à savoir le FLGO, le MILOSI, l'UPERGO et l'APOUE. Leur regroupement est connu sous le nom des forces de résistance du Grand Ouest, c'est-à-dire le FRGO. Selon le rapport publié en mai 2005 par Human Rights Watch, les milices de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont ouvertement armées, comme l'a montré l'attaque du 28 février 2005 contre Logoualé. Mao Glossier, le chef des milices du FLGO, a nié que ces hommes aient reçu des armes du gouvernement de Laurent Gbagbo et a prétendu que leurs abondants armements provenaient des prises aux combattants rebelles morts. Cependant, le colonel Éric Burgot, chef des forces françaises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a contredit cette version. Nous avons la preuve que les miliciens ont été supervisés par l'armée ivoirienne et qu'ils ont été armés par cette même armée ivoirienne. Cela a été confirmé au cours des entretiens conduits par Human Rights Watch en mars 2005 avec 5 Libériens qui ont participé à l'attaque de Logoualé et qui ont dit qu'ils recevaient des armes, des munitions et des uniformes du personnel militaire en prévision de l'attaque. En août 2005, des représentants des Nations Unies ont rapporté que l'opération de démantèlement des milices favorables au président ivoirien Laurent Gbagbo, qui devait avoir lieu au cours du mois d'août 2005 et qui concernait le FLGO, l'UPERGO, l'APOUE et le MILOSI, n'a pas eu lieu, car le programme national de désarmement, de démobilisation et de réconciliation, en abrégé PNDDR, chargé de l'exécution de cette opération, ne réunissait pas les conditions financières nécessaires pour conduire l'opération. Et parce que le nombre de miliciens est passé de 2000 à l'origine à près de 10 000 selon les Nations Unies, les forces de résistance du Grand Ouest, FRGO, ont tenu un point de presse le 13 décembre 2005 au cours duquel elles ont pris acte de la nomination de Charles Konabani au poste de Premier ministre et se sont dites prêtes à soutenir ce dernier dans la réussite de sa mission. Mao Glossier Denis a également abordé la situation de désarmement des 10 700 combattants regroupés au sein des milices OUE, que sont les FRGO, les forces de résistance, ont manifesté d'emblée leur déception de n'avoir pas été associés
aux diverses discussions concernant le retour à la paix en Côte d'Ivoire par l'ONU, l'Union africaine et la médiation sud-africaine, alors que, selon leur président, elles sont partie prenante dans le conflit ivoirien pour avoir combattu les rebelles du MPIGO, c'est-à-dire le mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, et le mouvement pour la justice et la paix, en abrégé MJP. Le soi-disant général Mao Glophier Denis, dont les mouvements de résistance, aux côtés des forces de défense et de sécurité ont reconquis des territoires jadis aux mains des mouvements rebelles subventionnés, souhaite, au même titre que les 10 mouvements, avoir son mot à dire dans la recherche de la paix. Un article de Fraternité Matin publié par allafrica.com le 1er février 2006 rapporte que le départ des forces onusiennes de Giglo et d'Yokwe a créé une certaine incertitude dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. La population et les observateurs internationaux craignent que les combats et les hostilités dans cette zone reprennent. Source Fraternité Matin du 1er février 2006. Mao Glophier Denis a affirmé que personne ne peut s'attaquer à Giglo. Nous faisons aussi confiance aux hommes du gouverneur militaire. Octave Yahi, président de l'UPERGO, a ajouté que nous n'attaquons pas, nous résistons. Quand il n'y a pas d'attaque de rebelles, nous ne faisons rien. Certains sont même au champ. On n'a pas le temps et les moyens d'attaquer, mais dès qu'on nous attaque, nous résistons. Cette réponse a été préparée par la direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public et auxquelles la direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Si on vous parle de tout ça, comparez maintenant ce que je viens de vous dire des officiers militaires qui étaient sur le terrain, des journalistes qui ont fait des investigations, l'ONU qui a fait des investigations, Human Rights Watch qui en a fait, l'ICG qui en ont fait, tout concourt dans un seul sens. Vous voyez que ce que le monsieur a dit dans la vidéo pour dire qu'il parle de Mao Glophier, en fait, à travers Mao Glophier, c'était le chef de file de tous les fonctionnements des milices à caractère ouest, dans l'ouest. Et malheureusement, ils le savent très bien puisqu'il le dit dans sa vidéo, au nom d'une solidarité malsaine, ils ont menti sur les rebelles, si vous voulez, on peut les appeler comme ça, dans l'ouest, mais en réalité, c'est l'ensemble de ces milices-là qui ont tué de 2000 jusqu'en 2011 dans l'ouest. Et les ouais, incapables d'accepter cette réalité-là, veulent honteusement travestir l'histoire du monde en oubliant que de 2000 jusqu'en 2011, avec tous ces mouvements que je viens de vous citer à caractère ethnique, ils ont massacré les autres